Monter sur sa tour. Le prix de l'entrée est pourtant exorbitant. Le ticket de l'époque coûtait 1 mois de salaire pour un ouvrier. D'accord? Donc, avoir autant de visiteurs qui viennent sur la tour, c'est quand même un sacré succès. Et finalement, 3 à 6 mois après la fermeture de l'exposition, comme on peut continuer à visiter la tour, tout est remboursé, c'est-à-dire plus de 7 500 000 francs or. La tour de Monsieur Eiffel devient rapidement le parc préféré des Parisiens. On vient se ressourcer en famille, admirer le paysage. C'est l'endroit où il faut être vu, où les élégantes promènent leurs nouvelles créations. Mais la plus haute tour du monde attire aussi un nouveau genre de public. Sa hauteur exceptionnelle inspire les aventuriers et casse-cou en soif de reconnaissance. 1905, le quotidien Le Sport organise le championnat de l'escalier avec 227 concurrents. Le vainqueur atteint le 2e étage en seulement 3 minutes et 21 secondes. La Tour Eiffel est une mise en scène et en même temps met en scène Paris, au sens propre du terme. Et donc, c'est un balcon sur Paris et en même temps, c'est une scène, au sens presque théâtral du terme, où peuvent se passer des choses qui vont être visibles parce que le retentissement médiatique, la caisse de résonance que va former la Tour Eiffel va être extrêmement puissante. Donc quelque chose qui donne, bien sûr, un retentissement médiatique simplement parce que voilà, c'est une grande scène visible de loin, y compris de l'autre bout du monde, et qu'elle attire l'exploit. Des exploits qui peuvent parfois mal tourner. Comme cette tentative de vol de l'homme-oiseau, Franz Reichelt, un tailleur parisien d'origine autrichienne. Depuis le premier étage de la tour, à 58 mètres du sol, l'homme veut tester son manteau parachute qu'il a confectionné lui-même. Reichelt hésite pendant un long moment, avance et recule plusieurs fois avant et s'élance dans le vide. Son parachute ne s'ouvre pas et l'homme s'écrase sur le sol. Il meurt sur le coup. 1900. Pour le passage dans le nouveau centenaire, une nouvelle exposition universelle est prévue à Paris. La tour fait partie du programme. Mais après l'euphorie de ses débuts, elle ne fait plus sensation. L'époque est avide de nouveautés. En 1900, effectivement, la tour n'a pas le même succès. Des voix s'élèvent à nouveau pour demander qu'on abatte la tour. Par exemple, pour le concours de l'exposition de 1900, on dit aux architectes concurrents: vous pouvez faire ce que vous voulez, abattre tous les bâtiments existants encore, comme par exemple la Tour Eiffel, ou la conserver, mais la transformer, etc. Et finalement, on a des projets tellement dingues de transformation de la Tour Eiffel qui la rabaisse, en fait, finalement. On préfère la garder en se disant, bon, tant pis, on la garde. Il n'empêche, les jours de la tour sont comptés. Le terrain sur lequel elle a été construite doit revenir à la ville de Paris en 1909. Après, c'est elle qui décidera de son avenir. Comme la plupart des bâtiments construits pour les expositions universelles, la tour est vouée à la destruction pure et simple. Une possibilité que son constructeur, Gustave Eiffel, refuse d'envisager. Peut-être qu'il l'aurait gardé, peut-être pas. Donc il y avait un risque. Il avait bien conscience que la tour, qui portait déjà son nom, elle a porté son nom très tôt, au moment de l'exposition universelle déjà, deviendrait quelque chose qui assurerait, en quelque sorte, la postérité de son nom, pour une très longue durée. Et donc il s'est employé à montrer que sa tour n'était pas seulement un objet d'attraction construite pour une exposition universelle particulière, celle de 89, mais qu'elle était utile. Pour sauver sa tour, Eiffel a plus d'un atout dans sa manche. En réalité, il avait prévu son coup déjà longtemps à l'avance. Il sait que sa taille exceptionnelle présente un avantage considérable pour y mener des expériences scientifiques en tout genre. Alors, dès 1889, une petite station météorologique voit le jour au 3e étage. Il a installé une station de météorologie, comme il en a mis aussi dans ses différentes maisons, et il a commencé à noter, c'était un des premiers à faire ça, la température, les précipitations,
la vitesse du vent, etc., pour qu'on puisse comprendre l'évolution du temps sur le long terme. La base aujourd'hui de la météo, d'ailleurs. Il a montré à la météo nationale qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prévoir le temps 24 ou 48 heures à l'avance. Mais à cette époque-là, c'était pas possible. Donc, même pas 24 heures à l'avance. Mais avec les indications de Eiffel, on arrivait déjà à progresser et à dire 24 heures à l'avance comment sera le temps le lendemain. Les résultats sont consignés et compilés dans des atlas météorologiques qu'Eiffel édite à compte d'auteur. Après une vie de constructeur, Eiffel entame une deuxième carrière dans ses labos installés au 3e étage de la tour. Il se consacre à la science et tout particulièrement à l'aérodynamique. À cette époque où l'aviation fait ses premiers pas, ces tests de résistance à l'air sur ses maquettes d'avions sont une contribution précieuse louée par la communauté scientifique. Et comme si ça ne suffisait pas, dans l'opération sauvetage de la tour, Eiffel sollicite même sa famille pour lui trouver des arguments. Le docteur Enoch, qui était son beau-frère, qui était médecin et qui préconisait pour les gens qui avaient du mal à respirer d'aller faire une petite cure, pas dans la montagne, mais en haut de la tour Eiffel. Parc d'attractions, laboratoire de sciences et même station de montagne en pleine ville où l'on respire au grand air, les arguments pour prouver l'utilité de la tour Eiffel ne manquent pas. Mais à l'approche de l'année 1909, date d'expiration de la concession, Gustave Eiffel n'est toujours pas persuadé que cela suffise pour sauver son édifice. Heureusement, Eiffel est un homme de réseau. Et c'est là qu'il a été contacté par un militaire, capitaine Ferrier, qui s'intéressait à la radio descente. Et on a, avec l'aide d'Eiffel, qui a investi, qui a financé d'ailleurs une partie de l'installation, on a pu installer un câble très très long entre le sol et le 3e étage pour servir d'antenne, émettre, capter des messages à destination d'abord des forts de l'Est de la France, donc des frontières, même de l'Algérie, de Londres. Donc on a vu qu'on pouvait communiquer à longue distance et que cette communication à longue distance, évidemment, avait un intérêt stratégique pour les militaires. Pour des raisons de sécurité, les locaux de la TSF, la transmission sans fil, sont installés dans un bunker militaire à 2 pas de la tour. C'est par ce tunnel que les câbles traversent le sous-sol et ressortent au milieu du Champ de Mars. Ils sont alors branchés aux antennes qui rejoignent le sommet de la tour. Les militaires sont convaincus de l'utilité stratégique de l'édifice. Le pari est réussi, la tour Eiffel est définitivement sauvée. La concession est prolongée de 70 ans au nom de la société Eiffel. La tour Eiffel a permis aussi, en 1914, de sauver, on ne le dit pas assez, mais sauver Paris de l'invasion allemande. C'est grâce à la tour Eiffel que des signaux allemands sont repérés. Les techniciens de la tour interceptent en effet un message capital sur des problèmes d'intendance des troupes allemandes. Pour l'armée française, c'est le moment idéal pour passer à la contre-offensive. Les taxis de la Marne montent au front et repoussent l'ennemi. La Dame de Fer a sauvé Paris. Mais ce n'est pas tout. Pendant la Grande Guerre, de nombreux messages sont captés sur la tour. L'un d'eux permet d'arrêter l'espionne légendaire Mata Hari. Après la guerre, la transmission sans fil devient la radiodiffusion. À partir de 1921, un émetteur civil diffuse des programmes de musique, des chroniques, puis un journal parlé. Radio Tour Eiffel est né. Au sommet, des antennes ont fait grandir la tour de 24 mètres. Pendant des années, c'est grâce à la tour Eiffel que les Français ont regardé la télé. Aujourd'hui encore, la tour permet à 12 millions de franciliens de recevoir la radio et la télévision par antenne. « 1930, une page d'histoire se tourne. La Dame de Fer est détrônée par le Chrysler Building à New York de 19 mètres. Son constructeur, Gustave Eiffel, n'est plus là pour le voir,
Il s'éteint en 1923 à l'âge de 91 ans. Même si la tour cesse d'être le monument le plus haut du monde, elle reste l'un des plus originaux. Elle est même sublimée par les travaux de l'exposition universelle de 1937. À cette occasion, le vieux Trocadéro est remplacé par le Palais de Chaillot dans un style plus moderne et plus sobre. Son esplanade offre aujourd'hui encore une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Cette perspective héroïque fait envie, mais pas seulement aux touristes. En 1940, quand l'Allemagne nazie occupe la France, le Führer en personne se fait tirer le portrait ici, avec en fond la Dame de Fer. Ein Blick auf den Eiffelturm. Comme si ça ne suffisait pas pour marquer leur victoire, les soldats accrochent une grande banderole au premier étage. Deutschland siegt auf allen Fronten. L'Allemagne est vainqueur sur tous les fronts. Posséder la tour, c'est posséder la France. Les ascenseurs avaient été sabotés par le personnel, montés, mais à pied, et la Tour Eiffel était fermée au public, en réalité, pendant la guerre. Mais elle a continué à servir d'antenne au profit des Allemands, pour les communications militaires, mais aussi, ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a permis de diffuser des émissions de télévision produites dans un studio à Saint-Léry-Cognac-Jay, par les Allemands, et de radio également, à destination des soldats allemands nombreux qui se trouvaient à Paris et dans la région parisienne, notamment les blessés dans les hôpitaux, etc. Août 1944, libération de Paris. Le drapeau français flotte à nouveau au sommet de la tour. Redevenue française, elle est le symbole de toute une nation. Les ascenseurs sont réparés un an plus tard et pour les soldats alliés, ils sont gratuits. La tour est une survivante. Elle a échappé à des projets de destruction. Au passage, à un nouveau centenaire et à 2 guerres mondiales. Elle a changé de couleur. De rouge, elle est devenue jaune, puis orange, et finalement brune. La Tour Eiffel attire à nouveau les exploits, comme en 1952, quand la trapéziste américaine Rose Gold fait une démonstration à hauteur du 2e étage. Le numéro est exécuté à 118 mètres sans filet de protection. Les images, tout simplement vertigineuses, âme sensible, s'abstenir. Années 80. La Dame de Fer vient de fêter ses 90 ans. Malgré son âge avancé, elle est plus populaire que jamais et attire la jeune génération. Après plus d'1 siècle d'exploitation par la société privée Eiffel, la tour est devenue en 1979 la propriété de la ville de Paris. Plus question de s'en débarrasser bien sûr, bien au contraire. Car à son âge, la tour est fatiguée. Des décennies d'exploitation, des fréquentations records de plus de 3 millions de visiteurs par an se font sentir. Ils se sont rendus compte à l'époque qu'elle n'était pas entretenue comme elle aurait dû l'être. Et elle devenait potentiellement dangereuse pour les visiteurs. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui marche bien, on a tendance à surexploiter au détriment de l'entretien. Un certain nombre de pièces se sont corrodées, déformées, les ascenseurs se sont un peu fatigués. Les arêtes de la tour, qui sont creux, des oiseaux, des pigeons avaient réussi à rentrer, ils mettent des déjections, de la corrosion. Mais il n'y a pas que ça. En 90 ans, la tour est devenue lourde. Elle a pris 2300 tonnes de poids supplémentaires, un poids trop important pour sa structure